mon seul objectif, c'est faire 1 million de chiffre d'affaires. Et donc, c'est là où il y a des missions marrantes, comme organiser des dates, trouver des lieux pour des dates originaux, trouver des cadeaux. Pour ceux qui nous écoutent, si vous en êtes au stade où vous avez plus d'argent que de temps, c'est qu'il est très 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 urgent d'appeler Madalena et de recruter une VA pour votre boîte. Pour moi, c'est l'erreur que beaucoup de freelance en général et beaucoup d'assistants font. Je suis aujourd'hui avec Madalena Martini de l'entreprise VA World et on va parler de VA, donc de Virtual Assistant. On va vous raconter aujourd'hui comment ça arrive en France, comment c'est en train de se populariser alors que c'est la norme à l'international depuis très 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 longtemps. Et surtout, on va pouvoir vous parler un peu du modèle d'agence, de comment on lance une agence de zéro, de comment on se lance de zéro, de comment on fait dans sa vie pour tout gérer de front alors que sur le papier, ça paraît impossible à beaucoup de gens. Hello Madalena, comment tu vas ? Hello Jérémy, tout va bien. Ravi de parler de tout ça avec toi. Bah écoute, moi j'ai très très hâte aussi, ça fait longtemps que je te tanne pour que tu viennes sur le podcast, t'en fais pas beaucoup, c'est pas ton grand truc, mais je suis sûr que ça va très bien se passer. Madalena, t'étais tout au début toi-même vieille, t'en fais encore un tout petit peu il me semble, mais t'as surtout lancé aujourd'hui, t'es à la tête de VA World, donc tu recrutes des assistantes virtuelles pour les placer ensuite dans des entreprises avec des CEO, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça a commencé, quel a été le début du parcours et nous donner un peu peut-être les grandes étapes jusqu'à aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Donc oui, effectivement, je me suis lancée en tant que freelance à 36 ans, il y a 3 ans. Et les 10 dernières années, avant que je me lance, je n'avais pas travaillé. Je faisais de temps en temps des events. En fait, je bossais un peu dans l'événementiel à Monaco. Mais pendant 10 ans, je me suis dédiée à mes enfants. Et je me suis lancée suite à l'arrivée du Covid et à ma séparation. C'est là où j'ai souhaité, en fait, j'ai eu besoin de travailler. Je me suis confrontée très vite à la réalité, en fait, d'être une maman qui avait la garde de ses enfants quasiment tout le temps, et le fait de devoir chercher un travail dans ces conditions, ce qui était vraiment difficile au début, surtout suite au Covid. Donc moi, j'habite sur la Côte d'Azur. Il y avait énormément de gens qui venaient de se faire licencier. Des gens très qualifiés qui recherchaient du travail. Moi, je cherchais aussi du travail dans le tourisme, dans l'événementiel. Il y avait beaucoup de concurrence et surtout, avec des horaires, voilà, souvent c'était 18 heures, voire dans l'événementiel, les soirées et tout. Et je ne voyais pas comment, en fait, trouver un métier qui puisse, en fait, concilier, en fait, tout ce que j'aimais faire dans le niveau professionnel et ma vie de famille. Un jour, je tombe sur un article qui parle du métier de virtual assistant. C'était évidemment un article de la presse américaine qui parlait que ça explosait aux États-Unis. Ici, en France, j'ai cherché et je n'ai trouvé absolument aucun article en français qui parlait de ça. Et moi, je tombe sur cet article qui parle du fait que justement c'est le métier idéal pour des mères de famille qui veulent travailler de la maison, avoir des horaires flexibles et qui n'ont pas vraiment de diplôme spécifique. Et moi, tout de suite, je tombe amoureuse de la définition, enfin du métier. Je crie sur mon CV que je suis virtual assistant le jour même. Et ça faisait 6 mois que je galérais pour trouver du boulot. Et là, en fait, dès que j'ai commencé à chercher des offres, à postuler des offres, en fait, pour ce qu'on appelait à l'époque la secrétaire indépendante, en fait, là, les téléphones commencent à sonner, je commence à avoir des opportunités dans le digital, tout en remote, et c'était vraiment du rêve. Et j'ai eu un peu de chance aussi, je dirais que très vite, en fait, j'ai enchaîné l'émission animation de webinaires en ligne ou support modération en chat. Ça, c'était les premières missions. C'était à 16 euros de l'heure. Et très vite, je suis rentrée dans le monde des startup studios, des startups parisiennes. Mais c'est pas un hasard. C'est parce que c'était les seuls qui étaient au courant que le métier existait. C'était les seuls. C'était des start-upers de 20 ans qui connaissaient le métier de VA, qui allaient demander sur Internet, je cherche une VA. C'est les seuls qui étaient au courant que ça existe. Et là, je découvre le monde des startups.
Je tombe amoureuse du monde des startups, et je veux me nicher en fait dans cet univers. Je commence à avoir mes premiers clients dans les startups, CEO des startups et solopreneurs dans le digital. Ça a très bien marché pour moi. Au bout de 6 mois, je dirais, j'étais full. Et j'ai jamais eu l'idée de monter une agence. C'est arrivé tout naturellement. J'ai commencé à vouloir trouver une personne en binôme pour travailler avec moi, à qui déléguer certaines tâches pour pouvoir accepter plus de clients, puis une deuxième personne, puis une troisième personne, et jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui, 2 ans après, où on est entre 15 et 20 personnes dans l'agence. C'est génial. Moi, je me souviens, je crois que je t'ai découvert. Alors, je sais plus maintenant si c'était un post de Oussama ou si c'était quelqu'un d'autre de tes clients qui sont un peu connus sur LinkedIn. Et je vois un post qui dit ce qu'elle fait, c'est trop cool. Voici ce que c'est. Vous devriez tous en avoir. Et moi, à l'époque, je bidouille avec plein de tâches différentes. Déjà, j'en ai marre et tout. Je me souviens que je t'envoie un message. Je fais, écoute, je suis pas encore à 100% sûr d'avoir assez de tâches à déléguer pour avoir besoin d'une vieille, mais l'idée me plaît quand même vachement. Viens, on se parle. Et ça, c'était mi 2022, un truc comme ça. Je crois que ça fait depuis ça qu'on travaille ensemble, un truc comme ça. Ouais, ouais. Enfin, que je travaille avec ton agence. Je travaille pas avec toi directement. Et ouais, pour ceux qui nous écoutent, si vous en êtes au stade où vous avez plus d'argent que de temps, c'est qu'il est très 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 urgent Ouais. d'appeler Madalena et de recruter une vieille pour votre boîte. C'est ça. Et moi, je rigole souvent en story sur Instagram et je demande aux gens, trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas besoin de mon agence, parce que je pense vraiment que tout le monde en a besoin, en fait. Il y en a qui n'ont pas encore les moyens, Ouais. mais vraiment, tout le monde en a besoin. Et que ça soit dans le digital, mais aussi auto-entrepreneur artisan qui avait juste de plus s'occuper de ses factures, et même particuliers. Il y a même des particuliers qui peuvent faire appel à un assistant virtuel pour déléguer toute la paperasse et tout l'administratif perso, ou l'inscription scolaire des enfants, tout ça. Et justement, ça m'amène à ma question suivante. Pour ceux qui savent pas, tu vois, comme moi la première fois d'ailleurs, hein, concrètement, une vieille, ça fait quoi? Alors, ça, c'est la question à laquelle il faudrait répondre de façon très claire et avoir pitché le truc et tout, mais sauf que 3 ans après, je sais toujours pas le dire, parce qu'en fait, je rigole aussi souvent sur ça, c'est qu'on fait tout. On fait vraiment tout. Tout ce qui peut être délégué à distance, nous, on peut le faire. J'ai commencé à faire une liste des tâches qu'on peut déléguer à une assistante. Je suis à 200 ou 250 lignes, et ça fait même pas le 10% de ce qu'on fait, en fait. Et donc, à la base, le métier, c'était du soutien administratif à distance. Ça, c'est à la base. Le métier, c'était ça. Parce que ça remplace un peu le travail de la secrétaire full-time qui, aujourd'hui, il n'y a pas trop, besoin, en fait, de cette personne qui est là à accueillir les personnes qui rentrent au bureau, qui traitent le courrier et tout, qui fait les photocopies. On n'a plus besoin de ça. On a quand même besoin de quelqu'un qui gère les emails, les factures, les relances, l'agenda. Donc à la base, le métier assistant virtuel, c'était ça. Mais c'est vrai qu'avec l'essor des métiers dans le digital, ça fait aussi tout ce qui est marketing digital, prospection, gestion des réseaux sociaux, gestion de podcasts, gestion de la vie personnelle des CEO, RH, aller chercher des profils pour quand il faut recruter, surtout pour les startups qui doivent recruter 30 profils en 2 mois. Et vraiment, c'est un métier d'assistante de bras droit. Donc, c'est plus au client d'individuer les tâches, en fait, qu'il peut facilement déléguer, ou sur lesquelles il a besoin d'un coup de main. J'ai l'impression que c'est vraiment en train de se populariser, là où à l'époque on allait recruter en full time des stagiaires ou des CDD, tu sais, assistant marketing, assistant RH, assistant administratif, Commercial. assistant commercial, plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, en fait, on va avoir des vieilles ou une vieille multitâche qui pour autant Ouais. a un domaine d'expertise qui ferait qu'elle pourrait tout à fait être embauchée full time dans ce genre de poste. Sauf qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas envie d'être full-time en entreprise et des entreprises qui n'ont pas besoin de quelqu'un à full-time, mais qui ont quand même besoin, tu vois. Et que c'est comme ça que le besoin, il se retrouve, en fait. Ouais, et aussi c'est pour ça que je l'ai pas dit, mais une assistante virtuelle travaille pour plusieurs clients à la fois. D'habitude entre 4 et 8 clients à la fois. Et comme tu disais, elle veut pas se faire embaucher. Donc c'est arrivé souvent qu'un client en fait s'entend bien avec l'assistante et qui décide qui souhaite
l'embaucher, ou des clients qui disent en fait j'ai besoin de quelqu'un de full time à partir du mois prochain, est-ce que toi tu pourrais me trouver quelqu'un et tout, et moi la réponse est non. Je ne connais aucune assistante virtuelle qui a envie de retourner dans le salariat, peu importe le salaire en fait. Le peu de fois où ça arrive, c'est vraiment seulement si elle a besoin de, par exemple, d'acheter une maison, de demander un crédit. Mais oui, mais parce qu'en fait, repasser en full-time au salariat, ça va à l'encontre de toute la genèse et toute l'essence du métier de vieille, en fait. Ouais. C'est pour des entreprises qui n'ont pas besoin de quelqu'un de full-time et pour des personnes qui veulent pas forcément être en full-time avec un seul client, en fait. Ouais. Mais pour nous, c'est tellement excitant, c'est tellement stimulant de travailler pour plusieurs clients et voir. Nous, on est très curieux à la base, on aime bien voir comment chacun s'organise dans son travail et tout. Qu'on n'a vraiment pas envie pour nous, travailler pour un seul client, c'est hyper ennuyant en fait. Ouais, je comprends. Et puis en plus de ça, le fait de travailler pour plusieurs clients, c'est bon pour chaque client parce que vous progressez plus vite, parce que vous pouvez faire des ponts, parce que y a un client qui a une demande, donc vous êtes obligé d'apprendre un truc, mais en fait vous vous rendez compte qu'il y a 3 autres clients qui en auraient besoin aussi, et ils le savaient même pas. Et moi je trouve que ça apporte que du plus, que les personnes qui bossent chez VA World en fait elles soient chez plusieurs clients, qu'en fait un client puisse aussi d'ailleurs avoir plusieurs vieilles. Moi c'était mon cas. Enfin, j'ai l'impression de voir que du positif qui ressort de ça, là où on le trouve plus aussi facilement avec les anciens modèles de ton assistante full-time assis à côté de toi, quoi. Enfin... Ouais. Bah, parce que même il y a cette notion, on se sent vraiment libre. En fait, tu vois, de choisir pour qui on travaille, de travailler à notre façon, avec nos horaires. Et aussi, même au niveau des tâches, en fait, on est très polyvalente. Donc, à un moment, on va vouloir peut-être offrir plus de services autour du podcast. Un jour, on va en avoir marre. On va plus donner d'autres services au niveau de copywriting LinkedIn, ou après, on se remet un peu sur l'administratif. Et si on peut vraiment évoluer et faire un peu ce qu'on veut, cette liberté, évidemment, on va jamais la retrouver dans le salariat. Et puis c'est intéressant cette polyvalence, je pense que pour que les profils qui viennent bosser avec ton agence, en fait, ils puissent aussi progresser, s'épanouir, s'éclater. Moi, je sais que la vieille que vous avez placée chez moi, en fait, je lui demande régulièrement, en fait, dans toutes les tâches que je te donne, qu'est-ce que tu kiffes, qu'est-ce que tu kiffes pas, qu'est-ce que peut-être t'aimerais essayer, est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais t'en donner plus, est-ce qu'il y a des trucs que tu préférerais autant que possible que je t'en donne pas plus parce que c'est un peu chiant. Et je trouve que ça crée une relation qui est hyper intéressante. Moi, c'est la même que j'ai avec toutes mes équipes, mais moi, j'ai une boîte un peu atypique parce que je suis avec 100% de freelance, en fait, que pour autant, je considère comme mon équipe, mais ils ont tous leur boîte à côté, ils font tous leurs projets à côté, ils ont tous d'autres clients, etc. Hein. Et j'ai l'impression que c'est des modèles qui sont en train de devenir de plus en plus communs, en fait, mais surtout autour du monde internet, start-up, infopreneur, coach, Ouais. etc. Mais pourquoi c'est intéressant pour moi, c'est parce que au final, ça fait que tu travailles qu'avec des gens motivés en fait, qui ont vraiment, qui aiment ce qu'ils font, et ça fait toute la différence, je trouve. Je suis d'accord. Qui est-ce qui peut devenir VA aujourd'hui? C'est un métier qui se destine à qui plutôt? Tout le monde. On fait tout pour tout le monde et tout le monde peut devenir assistante virtuelle. Je suis désolée pour ces réponses très Non, mais c'est généralistes, mais en fait, intéressant. c'est vraiment ça. Et tout le monde peut devenir assistant virtuel. Alors, qui a le profil parfait? Je dirais que c'est quelqu'un déjà qui aime aider les autres, un profil altruiste. Donc c'est quelqu'un qui est patient, qui aime bien vraiment, qui ressent vraiment de la joie dans le fait de voir les autres avancer, d'organiser les choses, de rendre la vie des autres plus facile. Ça, c'est un point en commun à toutes mes meilleures assistantes. Et après, il y a ce côté débrouillard où on est indépendante. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on va trouver sur Internet la réponse, on va apprendre, on a toujours envie d'apprendre et on sait où trouver la réponse et comment faire quand on ne sait pas faire quelque chose. Et je dirais aussi un côté un peu un côté un peu geek où on s'intéresse à la tech, aux outils et à tout ce qui se développe en fait et tout ce qui change très tout ce monde qui évolue très vite en fait. Voilà, l'utilisation des ChatGPT, pour moi, un assistant qui s'intéresse à ça, déjà c'est un gros plus. Même si elle fait de l'administratif, mais même au niveau administratif, il y a tellement de choses qu'on peut améliorer avec des automatisations, des bons outils, des process améliorés avec plus ou moins l'utilisation de ChatGPT, qui là aussi pour moi c'est un gros plus si quelqu'un a cet intérêt pour la tech. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a besoin de
se former au métier de vieille ou alors sa formation métier initial ou son expertise initiale est suffisante? Alors, pour moi, la réponse est non. Il n'y a pas besoin de se former. Il y a des personnes qui veulent suivre des formations. Il existe 3 formations, je crois, aujourd'hui en France pour devenir vieille. Moi, je dirais, c'est plus qu'ils ont besoin de se sentir légitimes. J'ai fait une formation, donc aujourd'hui, je peux proposer mes services en tant qu'assistant virtuel. Et c'est vraiment psychologique pour moi. Niveau pratique, on peut tout apprendre gratuitement sur Internet. Moi, je me suis lancée et j'ai tout appris sur Internet et sur YouTube. Et je n'avais aucun expérience professionnelle en fait qui me donnait droit en fait qui me faisait sentir que je pouvais j'avais pas la confiance ni l'expérience pour m'élancer en tant qu'assistante virtuelle. Mais il faut savoir que si on sait écrire des emails, gérer un agenda et faire une facture, c'est déjà suffisant pour se lancer. Et si on sait pas faire ces 3 choses, on peut très bien aller sur Internet et apprendre comment faire une jolie facture, quelles sont toutes les mentions obligatoires, quels sont les meilleurs outils de facturation et se lancer 5 jours après. Donc, une formation n'est pas du tout indispensable et surtout les formations sont très généralistes. On touche un peu à Canva, un peu à la facturation, un peu aux réseaux sociaux. Mais en fait, on peut devenir assistante virtuelle et c'est niché juste dans un type de service. On n'a pas besoin de toucher à tout. Et donc, c'est pour ça que moi, le jour que je lancerai une formation, aujourd'hui, je fais du coaching en one-to-one, mais le jour que je lancerai une formation, ça sera une formation à la carte, où on apprend uniquement, en fait, ce qui nous intéresse. Ok. Parce De qu'il n'y manière a pas générale, il y a vas-y. pas une expertise assistante virtuelle et tu peux lancer n'importe quel type de service. Bien sûr. Moi, de manière générale, les formations métiers, formations dites certifiantes, tu vois, genre ça y est, tu as appris le métier, tu peux le faire. Elles m'inquiètent beaucoup parce que j'ai l'impression que 90% des gens qui sortent de ce genre de formation, et c'est pas que pour les vieilles, hein, c'est pour tous les autres aussi, en fait, ils ont des bases théoriques absolument pas suffisantes. Ils pensent qu'ils savent parce qu'ils ont la formation, donc ils vont plus du tout se former. Et en général, les gens qui sortent de ce genre de formation métier, j'ai l'impression que c'est juste des divas très très nuls qui n'ont pas l'humilité de Ouais. se dire je dois encore progresser. Et chez les vieilles, je le sais pas. Hein. Moi, je bossais qu'avec vous, ça s'est toujours bien passé. Mais je le vois, par exemple, chez les closers, chez les copywriters, chez des métiers comme ça, où les gens qui sortent d'une formation qui disent je suis diplômé de tel truc, je sais déjà que c'est foutu, quoi. Ouais, ben moi j'ai le même ressenti. Et pour moi en fait, pour devenir quand tu te lances en tant qu'assistante virtuelle, tu te lances et après tu continues à apprendre en fait jusqu'à à la fin de ta vie quoi. En fait, ça sert à rien d'apprendre avant en fait. C'est vraiment sur le terrain, c'est en essayant rentrant dans le quotidien de plusieurs clients qu'il faut toujours apprendre de nouveaux outils, c'est d'améliorer la collaboration. Et toujours, enfin, on apprend chaque nouvelle mission. Il y a sûrement 1 ou 2 outils de plus qu'on doit apprendre, ou un domaine, ou un univers particulier, que ça soit l'immobilier ou la crypto, ou peu importe dans quel domaine travaille le client. Ben chaque fois, c'est un nouveau domaine où il faut essayer d'apprendre les codes, de voir comment voilà, tout Ok. s'organise. Ouais, de toute façon, c'est une question qu'on me posait sur Instagram. Moi, l'autre jour, on me disait ouais, à quoi tu te formes encore tout le temps. En fait, Pareil. on n'a jamais fini d'apprendre. Et quand t'arrêtes d'apprendre, en fait, concrètement, au bout d'1 an maximum, t'es mort. En fait, Ouais. t'es obsolète, tu vois, t'es périmé. Bah oui. Les métiers dans lesquels on évolue vont tellement vite. Mais même sur des trucs bateaux, hein. La facturation, tu vois, par exemple. Bah Mais oui. les outils qui Ouais. existent aujourd'hui et ce qu'on avait il y a 5 ans, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui font encore des factures à la main, tu sais, je deviens fou. Ouais. Oui, mais en Il y fait, a on des se trucs, rend t'appuies pas. sur 3 boutons. Ouais, mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est ça aussi. Moi, il y a des assistantes qui se sentent un peu écrasées par la concurrence ou l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout, mais on se rend pas compte. Nous, on voit ça tous les jours. Mais en France, en fait, je vais pas les statistiques, mais le nombre d'entrepreneurs qui font les factures sur Word ou sur Canva à la main à chaque fois qu'ils envoient, ils téléchargent le PDF, ils vont l'envoyer en email et ça leur prend 20 minutes pour faire une facture à chaque fois. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment encore beaucoup qui sont pas passés à la facture digitale déjà. Ouais. Ce qui va être bientôt obligatoire, donc ils vont forcément s'y mettre un jour, mais il y en a énormément encore. Ouais, puis en dehors de ça, en fait,
une vieille qui s'inquiéterait en disant ouais je vais être remplacé par ChatGPT, moi ce que j'ai envie de lui répondre, et tu me donneras ton avis ensuite, c'est que les CEO qui ont besoin de toi n'ont pas le temps de configurer ChatGPT en fait. Ouais, mais moi, c'est pareil. Ouais, moi, je veux apprendre ça m'intéresse à tout ce qui est intelligence artificielle, mais Mm. parce que moi, mon but, c'est justement moi maîtriser un peu le sujet pour pouvoir faciliter la vie des autres entrepreneurs qui justement n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça Mm. et de l'intégrer dans les process et d'apprendre comment l'utiliser. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des profils de vieilles qui sont plus demandés actuellement, que toi peut-être t'as plus de mal à trouver, ou si quelqu'un en fait veut se lancer, que ce soit pour aller travailler avec ton agence ou pour se lancer à son compte d'ailleurs, hein, est-ce qu'actuellement il y a des profils qui sont très très demandés et que toi tu cherches par exemple? Alors, je dirais que sur le marché, les profils les plus demandés, c'est toujours l'assistante administrative. Mhm. Donc moi, en général, les clients viennent toujours me voir à la base. C'est pour tout ce qui est pointage administratif, pour que Penny Lane ou l'outil comptable soit nickel au niveau des justificatifs et des factures, et peut-être un peu des gestions d'email. Donc ça, c'est toujours pour moi ce qui est le plus demandé. Et moi, ce qui m'intéresse le moins, en fait, au sein de mon agence, c'est pas les missions qui me passionnent. C'est pour ça que de plus en plus, en fait, je vais avoir quelqu'un qui va s'occuper du pôle administratif de l'agence. Euh, Moi, ce qui me passionne aujourd'hui, les profils que je recherche, comme je disais, c'est des profils déjà, c'est des profils originaux, je dirais, qui savent se différencier au niveau des connaissances, de l'expérience ou de leur personnalité, qui sont à la pointe de tout ce qui est technologie, marketing, digital, business en général, des freelances qui écoutent des podcasts, qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, qui comprennent voilà comment, qui ont un bon niveau de marketing digital, de connaissances en business, Mhm. qui parlent très bien anglais, bilingue anglais, et, euh, et voilà, je dirais que c'est ça que j'ai du mal à trouver. Ok. Une assistante gentille qui fait bien son job et qui sait faire l'administratif, ça je peux trouver assez facilement. Une assistante qui peut être aussi chef de projet tech, qui parle très bien anglais et qui sait comment aller prospecter à l'international et closer des deals, j'ai plus du mal à la trouver. Bien sûr. Intéressant. Est-ce que tu as un peu des anecdotes un peu croustillantes à nous partager? Bien sûr, on dira aucun nom de personne ou d'entreprise, c'est logique, hein, mais de l'envers du décor, des trucs un peu rigolos que tu as eu à faire ou des demandes un peu bizarres que tu as déjà eues et que tu pourrais nous partager. Alors, je ne crois pas avoir eu de demande bizarre. En fait, faut savoir que je sais que pour d'autres personnes, c'est original ce que je peux être amenée à faire. J'avoue que pour moi, c'est un peu du quotidien. Mmh. Tout me paraît normal. Moi, c'est l'émission qui me passionne le plus, c'est l'émission d'assistante personnelle. Donc ça, c'est Mmh. vraiment un type d'assistante virtuelle, c'est l'assistante perso. L'assistante perso du CEO, elle va pas faire l'administratif parce que le CEO, il a déjà 100 employés. Il y a déjà la team administrative. Donc, il n'a pas besoin d'administratif, il n'a pas besoin de marketing, il n'a pas besoin de gestion des réseaux sociaux. Il a besoin d'une assistante perso qui s'occupe du perso, du coup. Mmh. Donc, de l'organisation familiale, de sa vie, de ses hobbies, de son agenda perso. Et donc, c'est là où il y a des missions marrantes comme organiser des dates, trouver des lieux pour des dates originaux, trouver des cadeaux, gérer les demandes de la belle-mère, répondre à la belle-mère en se faisant passer par par le beau-fils. Ou ça peut être aussi trouver des séries Netflix. Moi, par exemple, je sais qu'il y a un client, un client moi, il a dit lors d'un dîner que moi j'ai accès à son album photo sur son téléphone et tout le Mmh. monde a été choqué. Et j'avoue, mais en fait pour moi en fait je pense que c'était un peu comme tu dis, c'est côté croustillant peut-être au début, tu vois que t'es un peu curieuse, en fait, t'as envie tu vois, que tu rentres dans l'intimité des gens. Mmh. J'avoue qu'aujourd'hui, 3 ans après, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a une vie un peu privée, un peu cachée, c'est pas la même que sur les réseaux sociaux. Tout le monde se prend des selfies à la salle des gyms, tout le monde a envie sexuelle, tout le monde a voilà, des choses comme ça. Pour moi, c'est normal. Donc, c'est juste un rappel, en fait, qu'au final, derrière, en fait, on est tous Mmh. pareils. Donc, voilà, même, voilà, je dirais que OK. c'est ça.
C'est quoi l'avenir maintenant pour VA World? C'est quoi la suite? Alors, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Tout ce qui manque, c'est juste le temps, je dirais. Et Mhm, donc, mon seul objectif, c'est faire 1 million de chiffre d'affaires. mhm. Il faut savoir que cette année, je vais terminer à 300 000 Ok. de chiffre d'affaires toute seule. Donc, l'objectif n'est pas faire 1 million de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est faire 1 million de chiffre d'affaires avec la même qualité de vie et de travail que Mm. j'ai aujourd'hui. Ça peut paraître fou, mais moi, aujourd'hui, faire 1 million de chiffre d'affaires, ça me paraît facile. Ça me paraît vraiment facile, atteignable. Je dois juste faire un peu plus d'efforts de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je sais que je peux y arriver. Mais le but, c'est vraiment... Enfin, moi, aujourd'hui, vraiment, si je veux avoir 200 clients de plus dans 6 mois, je sais comment le faire, en fait. Je Mm. sais comment y arriver. Euh, je, j'ai pas aujourd'hui en fait je suis jamais mis dans un truc de grosse décroissance de prospection à fond pour obtenir 200 clients en 6 mois, mais je sais Mm. le faire si je voulais le faire. Ouais, Mais le ok. but c'est vraiment pas ça, c'est faire 1 million de chiffre d'affaires euh, et continuer à avoir cette qualité où je du temps pour moi, du temps pour faire du sport, du temps pour voir mes amis, du temps pour passer du temps avec mes enfants pour aller chercher à 16 heures, pas de stress, pas de et surtout je travaille que avec des gens que je kiffe, que j'aime bien. Je me fais aucun souci pour arrêter de travailler avec quelqu'un qui nous parle mal ou qui n'est pas un client idéal ou qui se plaigne ou qui a des choses à nous redire. Et je Mm. veux en fait voilà, moi le but c'est avoir 1 million de chiffre d'affaires comme ça toute seule avec cette même qualité que j'ai aujourd'hui. Je regardais hier une vidéo, une interview d'Alexandre Astier qui revenait sur un truc qu'il a dit il y a pas très longtemps. Il dit: je ne travaille plus avec les connards. Alors ça a été sorti du contexte et c'est très piquant comme phrase, mais en gros ce qu'il voulait dire, et c'est un peu ça que je vois dans ce que tu dis, tu vois, c'est la vie est trop courte pour Pour travailler avec des travailler. gens qu'on n'aime pas et avec qui c'est Mm, désagréable en fait. ouais. Et vraiment, ça va très vite. En fait, parfois, nous, on a commencé une mission avec des gens qui nous paraissaient bien, parce que au début, tout se passe bien. Déjà, au bout d'un mois, il reçoit la facture. Déjà, la réaction n'est pas la même quand il faut payer. En fait, on se rend pas compte qu'en fait, très vite, on peut se retrouver dans une mission un peu toxique entre guillemets où le client ne laisse jamais tranquille l'assistante, elle veut que ce soit disponible 24 heures sur 24, il fait des requêtes vraiment hors du commun où vraiment Mm. l'assistante elle est gentille, elle a envie de voilà, de ne pas avoir un conflit. Elle commence à répondre. Elle commence à répondre à minuit. Elle commence à travailler le week-end. Le client s'impose. Elle commence à lui parler mal, à avoir voilà, de plus en plus de requêtes. Et, euh, et très vite, en fait, moi, je dois intervenir pour dire à l'assistante, non, c'est pas sain, c'est pas une bonne ambiance, en fait. Et, euh, et j'ai pas hésité plusieurs fois à arrêter des missions juste parce que c'était Mm. pas une relation saine, parce qu'il n'y avait pas une bonne communication, parce Moi que je le comprends. client se pensait tout pouvoir se permettre avec Moi, l'assistante. Mm. moi, c'est une grosse difficulté que j'ai avec tous les gens avec qui je travaille, c'est que moi je travaille à des horaires bizarres. C'est-à-dire que globalement, après 17h, tu peux plus me joindre. Mais je vais souvent m'envoyer des messages à 4h du matin. Et je dois mettre à chaque fois un gros disclaimer partout à tout le monde. Moi, je t'écris quand c'est mon moment de traitement des informations. Ça n'appelle pas de réponse avant 9h. Détendez-vous tous, tu vois. Et j'ai plein de gens, des fois, tu sais, qui me répondent à 6h, tu vois, quand ils se lèvent un peu en stress. Je suis non, tranquille, tranquille. Juste, moi, j'ai traité l'information à ce moment-là. Et il y a des outils sur lesquels on peut pas programmer les messages. Euh, mais c'est vrai que moi, j'aime bien travailler avec les gens en asynchrone, tu vois. Et je pense que c'est sain, en fait. C'est-à-dire que si on est tous en remote, si on est tous en freelance, on ne devrait pas chatter. Ou alors on se fait un call, en fait, s'il faut vraiment un truc en temps réel. Et je comprends pas des gens qui attendent une présence et une réponse immédiate, en fait. Moi, ça sort de mon scope de compréhension. Bah, en fait, ils n'ont pas besoin d'une réponse immédiate. C'est Ouais, en juste qu'ils plus, ouais. sont tellement stressés, en fait, que Hmm. voilà, c'est leur petit plaisir de contrôle, de pouvoir, de pouvoir dire aux gens, tu dois me répondre en fait dans les 5 minutes. Euh, ouais. Moi, quand je Donc deviens comme ça, ma femme, elle m'engueule, donc ça va.
Ouais. Non, mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, comme tous les CEO de la Terre, des fois on est de mauvaise humeur, des fois on gère moins bien le management, des fois plein de trucs, ça peut arriver, c'est pas la question. Oui, oui, bien sûr. Et je me souviens d'une fois, j'avais donné une tâche à quelqu'un, et j'avais donné une certaine deadline qui était un peu lointaine, mais moi dans ma tête c'est, ok, ça c'est la deadline de fin, mais enfin, si on a le temps, on le fait plus vite, quoi. Et donc forcément la personne le fait à la deadline, c'est tout. Et moi j'étais chez moi, tu vois, je râle, marre, ouais, foutre rien et tout, enfin, voilà, CEO grincheux, comme d'hab, hein. Et ma femme qui me dit, mais elle a respecté ta consigne? Qu'est-ce que t'as? Et là, j'étais, ah merde, ah, fait chier. Et je pense que ça aussi, pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de faire appel à une vieille, etc., soyez clairs dans vos demandes, soyez clairs dans vos consignes, soyez clairs dans vos deadlines. Et ensuite, la personne vous dira, c'est possible, c'est pas possible. Ça, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez un truc d'une façon très très précise, en fait, si vous le dites pas, la personne ne peut pas deviner, quoi. Ouais. Ouais, ouais, absolument. Et même, et moi, parfois, j'ai ce truc où je demande au client, pourquoi tu as besoin d'une réponse sous 24 heures, même parfois? Pourquoi tu as besoin que la facture soit faite dans la journée? Tu vois, est-ce que c'est toi qui t'es imposé ça, toi, à toi-même? Mais juste, est-ce qu'il y a une raison, en fait, sérieuse? Et parfois, la réponse est non, en fait. Et c'est ce que je demande aussi aux assistantes, de ne pas suivre le rythme et la façon de travailler d'un client qui lui s'est imposé, parce que parfois en fait il faut juste se poser et justement essayer de voir que qu'on peut réorganiser les choses et qu'il y a plein de stress en fait qu'on se rajoute pour rien. Comment est-ce que on délègue correctement à une vieille, mais en fait, finalement, la réponse que tu as donnée, c'est comment on délègue correctement. C'est quoi pour toi une bonne façon de déléguer? Comment ça devrait être fait? Alors pour moi, la bonne façon de déléguer, c'est déjà en fait d'être, parce que en fait lors d'un call, le client me demande qui est disponible, donc quelle est l'assistante qui est disponible pour accepter cette mission. Moi, je demande toujours, ok, mais est-ce que toi tu es disponible? Quand est-ce que toi tu es disponible, toi client en fait? En fait, déjà pour moi, si on veut faire démarrer une mission dans les meilleures conditions, le client doit être disponible. Donc s'il m'appelle quand il a la tête sous l'eau parce qu'il y a 30 personnes à recruter, 200 nouveaux clients et qu'il faut tout refaire, on l'aide quand même, mais tu vois, c'est pas idéal. Donc dans l'idéal, le client est disponible pour prendre le temps de faire l'onboarding en fait, et justement de tout expliquer à l'assistante. Moi je dirais c'est un call par semaine, en one-to-one ou en point, quels accès te manquent, quelle information tu as besoin, et ne pas envoyer 15 demandes par jour sur WhatsApp. Donc, prends le temps, un call par semaine, pas pendant toute la durée de la mission, juste peut-être les premières Au 4 début, ouais. semaines. Ouais, un call par semaine, ou bien préparer un Excel, un Notion, où il y a tous les accès, les informations, les tâches, les détails, la fréquence. Avoir déjà un draft des choses à faire, et après l'assistante va analyser tout ça et lui demander, ok, pour faire ça j'ai besoin de ça et ça, et petit à petit ça se met en place. Donc ça, dans l'idéal c'est ça, avoir un database, un tableau plus un call par semaine. S'il y a pas ça, on arrive quand même à s'en sortir. C'est plus dur, mais il y a vraiment des gens qui, tu le vois, juste le fait de se poser et analyser les tâches, ça leur stresse, ça les bloque en fait. Et donc là, c'est l'assistante que gentiment tous les jours, elle va poser la petite question sur WhatsApp, est-ce que tu me fais ça, est-ce que tu me passer ça, et petit à petit, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça se met en place tout seul. Ok, intéressant. Mais J'aime et bien. aussi, comme tu disais, pardon, le fait d'être clair de qu'est-ce que tu t'attends quand tu délègues une tâche à une assistante, tu dois me trouver les databases, les 30 profils LinkedIn qui font de l'e-commerce, qui font plus d'un million de chiffres d'affaires. Peut-être pourquoi tu demandes ça, déjà donner la vision globale, et aussi pour quand on a besoin dans 2 semaines. Et si elle bloque, est-ce qu'elle peut te demander de l'aide, ou tu veux qu'elle se débrouille toute seule, qu'elle contacte ton équipe si on a besoin. Tout ça, en fait, c'est important aussi je trouve, de le dire. Ouais, parce que chaque CEO, il va avoir une façon différente de travailler. Il y en a qui aiment beaucoup qu'on leur pose des questions et qu'on leur parle. Il y en a qui veulent qu'on leur Oui, foute absolument la paix. oui, on a parlé de ça avec toi, que toi, tu me disais, moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui me donne des feedbacks, en fait, qui me tient Ouais. au courant de où elle en est dans la mission, tout ça. Moi, j'ai des clients qui veulent vraiment le moins de communication possible. Ouais, mais j'en connais plein, ça. C'est Hein. Et moi aussi, enfin moi j'aime bien avoir
travailler complètement en autonomie. Et moi, je dis même que quand je réagis, enfin, quand quelqu'un me demande une tâche sur WhatsApp, je réagis juste avec la fonction réaction où je mets un flag vert, un check vert sur la tâche quand elle a été faite. Mais je dis même pas, OK, c'est fait, en fait. Et il y a certains clients qui adorent ça. Ouais, moi, je sais pas, je pense que ça dépend. Mais alors, souvent, tu vois, je suis un peu comme toi, des fois, communication, tu vois, si j'ai pas le temps et que juste je dois passer une info, je mets pas un smiley, je mets pas un bonjour, je balance le truc. Les gens qui travaillent avec moi depuis longtemps, ils ont l'habitude, ils savent que c'est pas du tout de l'impolitesse, c'est juste que j'ai pas le temps, quoi. Je suis speed, je traite l'info en rapide. Mais si la personne répond du coup juste avec un pouce, bah c'est ok, tu vois, c'est la bonne réponse. Et Ouais, ouais. il y a d'autres moments, tu vois, où je communique plus, et donc j'attends peut-être une réponse plus communiquée. Je sais pas. En vrai, Moi, c'est je parce crois que que je m'en fous, aussi, moi. moi, c'est parce que aussi je discute avec beaucoup de personnes Ouais, tous les bah ouais, jours tu m'étonnes, sur bien sûr. WhatsApp, sur Slack. Donc c'est vrai que quelqu'un, enfin, c'est gentil, mais les gens qui me demandent qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier, j'avoue, j'avoue que ça pèse un peu, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Bon. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait justement travailler de chez soi, peut-être se lancer en vieille est-ce que tu as deux, trois conseils pour une personne qui se lance, deux, trois bonnes pratiques, des choses que toi, tu aurais envie de partager? Moi, je dirais que il y a une seule chose qu'il faut apprendre le plus tôt possible, c'est vendre, en fait. Mmh. Comment trouver des clients. En fait, il y a que ça qui est important. Et pour moi, c'est l'erreur que beaucoup de freelance en général et beaucoup d'assistants font, c'est s'élancer en créant un profil Instagram, mettre des jolis visuels, essayer de, je sais pas, de faire partie de réseaux d'entrepreneurs virtuels ou en vrai et tout. Mais en fait, il faut juste être un peu obsédé par trouver ses premiers clients le plus rapidement possible. Mmh, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a que ça qui compte et pas forcément le client parfait, mais juste un client, peut-être un client bien connecté. Et après, petit à petit, toutes les autres portes vont s'ouvrir. Donc en fait, pour moi, il faut être un peu obsédé par ça. Et il y a plein de freelances qui s'élancent peut-être parce qu'ils sont au chômage, ils sont pas pressés, ils commencent à faire plein de choses qui servent à rien en fait. Et alors que vraiment, il faut être obsédé par trouver ses premiers clients et faire rentrer du cash le plus rapidement possible. Et parce qu'après, si vous passez 6 mois à faire des jeux de trucs à droite à gauche, bah, quand arrive le moment où vraiment nos revenus en fait dépendent de notre activité, Mmh. là il y a un décalage. Il y a plein qui retournent dans le salariat à cause de ça en fait. Ils n'ont pas réussi à avoir leur premier client. Et j'en connais Mmh. plein. Euh, donc moi je dirais, alors moi en coaching, très vite j'arrive à remarquer des freelances et des assistantes qui sont très généralistes, qui ont qui n'ont pas vraiment un specific knowledge. Elles savent un peu tout faire, elles sont intéressées à tout. Donc moi, je leur dis en fait d'essayer de trouver des missions, de un peu toucher à tout pour comprendre en fait dans quel univers elles veulent travailler, quel type de mission elles veulent proposer. Après, il y en a d'autres qui ont vraiment des profils plus nichés, qui ont des specific knowledges qu'ils peuvent mettre en avant. Hier, j'ai coaché une américaine qui vit en France, qui propose que des services de facturation, mais qu'en fait, elle a une énorme connaissance de tout ce qui est business américain, qui est Mmh. bilingue anglais, et qui évidemment, elle peut se nicher comme l'assistante franco-américaine spécialiste de business aux États-Unis. Mmh. Donc déjà, trouvez enfin, ce qui vous rend différente déjà des autres. Soyez obsédés par trouver vos premiers clients. Et pour ça, il faut apprendre à se vendre. Donc, apprenez à prospecter, déjà écrire des messages de prospection sans parler de votre vie perso pendant un paragraphe de 10 lignes avant de dire ce que vous proposez et à quel tarif. Ça, c'est tout bête, mais il y en a tellement qui font ça mal, qui ne savent pas prospecter. Allez demander à des gens de votre entourage, à tous les gens que vous connaissez sur le digital, proposez vos services, allez vous connecter aux gens, osez aller parler aux gens et soyez clair en fait sur ce qui vous êtes et ce que vous proposez. OK, bah, écoute, c'est de très bons conseils. Si les gens qui nous ont écoutés jusque-là, ils devaient repartir avec une chose, une phrase, une idée, une pensée, peut-être quelque chose que toi-même t'as appris cette année et une leçon que tu aurais envie de partager, si tu avais une chose à leur dire, tu aurais envie de leur dire quoi? Moi, je leur dirais de s'entourer des bonnes personnes. Mmh. En
dans la vie privée évidemment, mais vraiment en business, de trouver les gens qui sont comme vous, qui sont dans la même vibe que vous, Ouais. qui vous inspirent, qui vous donnent envie de continuer à travailler, de vous améliorer. Parce que je trouve que ça va vraiment toute la différence. Je suis tellement d'accord avec ça. Madalena, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi, sur VA World, que ce soit pour travailler avec toi ou juste pour te suivre? Alors, je publie pas mal sur LinkedIn, donc mon profil Maddalena Martini. Sur Instagram, Virtual Mad avec un underscore à la fin. On mettra en Et description de toute façon le lien. ok. Et sinon, prenez rendez-vous avec moi, Je ne peux, viaworld.fr. je ne peux que le recommander à ceux qui nous écoutent et qui en sont à ce stade-là. Madalena, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé. C'était très cool de te recevoir sur ce podcast. J'ai un peu une obsession en ce moment, c'est je veux plus de femmes sur le podcast qui font des trucs cool et qui ont des trucs cool à raconter. Et je suis très content que tu sois celle qui recrée avec moi cette impulsion avec cet épisode. Trop bien. Merci À, beaucoup. à bientôt. À bientôt. Bye bye.